Bonsoir, je vais parler en anglais, mais je veux dire seulement que je suis très heureux d'être ici parmi vous. Et merci chaleureusement tous les militants et l'organisation de BDS France pour avoir organisé cette tournée en France. Je vais peut-être parfois parler en français, mais ne vous habituez pas. C'est ça ce que je veux dire. Merci. Alors, we are here, this day, this night is the first anniversary of the most recent massacre on Gaza. We just heard from my friend, comrade and brother Haidar Eid about the impact of that massacre. And we also heard just a few weeks ago from the UN Human Rights Council, its independent inquiry, which was led by a former judge of the New York State Supreme Court. This is important because the United States is not a friendly territory for Palestinians. And yet, this independent inquiry found evidence of major war crimes in Gaza. It found that Israel systematically targeted Palestinian civilians, residential buildings, and infrastructure without any military justification. The horror of what Israel did is detailed in a 183-page report, which I cannot summarize here. As we heard and as we know, 2,251 Palestinians were killed, more than 11,000 injured. Of those killed, 551 were children, 11,000 were injured, and more than 10% suffered permanent disabilities. This is in addition to the destruction which you know about. A key finding of this report is that this mass killing and destruction done by Israel, and I quote now from the report, may have constituted military tactics reflective of a broader policy approved at least tacitly by decision makers at the highest level of the government of Israel. This means that it was a policy of Benjamin Netanyahu and his ministers to kill Palestinian civilians and destroy their infrastructure. Bonsoir. Nous sommes ici aujourd'hui, c'est la date du premier anniversaire du dernier massacre à Gaza, et nous venons d'entendre M. Haidar Eid qui nous parlait de l'impact de ce massacre. Il y a quelques jours, nous avons aussi entendu parler d'une enquête indépendante menée par un ancien juge de la Cour suprême de l'État de New York, une enquête qui a été publiée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et le fait que ce soit un ancien juge de la Cour suprême de l'État de New York est un élément important, car, comme vous le savez, ce n'est pas là un ami des Palestiniens. Et pourtant, cette enquête montre qu'il y a eu des crimes de guerre à Gaza. Cette enquête détaille que l'armée israélienne a systématiquement ciblé des civils palestiniens, des zones résidentielles ainsi que les infrastructures, et ce sans aucune justification militaire. Les détails de l'horreur du massacre de Gaza se trouvent dans un rapport de 183 pages que je ne peux pas vous résumer aujourd'hui. 2251 Palestiniens ont perdu la vie lors de ce massacre, dont 521 enfants. Il y a eu plus de 11 000 blessés et plus de 10% de ces personnes ont subi de lourds handicaps. Et ce, en plus de la destruction que vous connaissez déjà. Un élément clé que souligne ce rapport est que ce massacre de masse pourrait en réalité être le reflet d'une politique et engager la politique de l'État israélien, et engager donc la responsabilité
des hauts dirigeants israéliens. Il s'agit donc là d'une politique de Benjamin Netanyahou pour délibérément cibler des civils et les infrastructures civiles à Gaza. Israel carried out more than 6,000 airstrikes on Gaza last summer, and many targeted attacks on residential buildings. More than 142 families had 3 or more members killed in the same incident. In other words, whole families were wiped out in this bombing. In just one of the incidents detailed in the UN report, it happened at 2 a.m. on the 10th of July, almost exactly 1 year ago. Israel attacked the house of Mahmoud al-Hajj in Khan Yunis. All 8 members of the family were killed, including 2 children and 3 women. The bomb completely destroyed the house and damaged surrounding homes, injuring 20 more people, most of them women and children. Today at the Electronic Intifada, the publication I co-edit, my colleague Charlotte Silva, a very talented journalist who's in Gaza right now, told the story of Majda Sliman, who is one of the people who survived the massacre. Majda gave us her testimony of how she and her husband were trying to escape the shelling in the village of Khuza'a in Gaza last July. They were literally running from their home when she was hit by shrapnel and her legs were torn open and she could no longer run. And after that, they were trapped in their house for days with Israeli soldiers who refused medical treatment. It's an absolutely horrifying story. And it's one of thousands of stories that have yet to be told. At the end, Majda says, simply, there was no reason for them to do this to us. There was no reason for them to do this to us. No reason. Israël a mené plus de 6000 raids aériens l'été dernier et une grande partie de ces raids ont ciblé des immeubles résidentiels. 142 familles palestiniennes à Gaza ont perdu 3 ou 4 membres de leur famille, c'est-à-dire que des familles entières ont été assassinées. Un élément que rapporte l'enquête dont je vous ai parlé raconte un incident qui s'est déroulé le 10 juillet, donc il y a un an presque, à 2 h du matin. Il raconte l'histoire de Mahmoud Hajj, dont la maison a été bombardée par l'armée israélienne à Khan Younes. Les 8 membres de cette famille ont été tués par ce raid, dont 2 enfants et 3 femmes. La bombe a également détruit les zones environnantes de l'immeuble et a blessé plus de 20 personnes, dont également des femmes et des enfants. Aujourd'hui, dans Electronic Intifada, ma collègue Charlotte Silva, qui se trouve actuellement à Gaza, a rapporté le témoignage d'une femme, Majda Sliman, une survivante de ce massacre. Elle expliquait qu'avec son mari, ils fuyaient leur domicile de Khuza'a à Gaza. Ils fuyaient, ils couraient lorsqu'elle a reçu un obus. Ses jambes ont été gravement blessées, elle ne pouvait donc plus courir. Ils sont restés enfermés chez eux, encerclés par l'armée israélienne qui refusait qu'elle puisse avoir accès à des soins. C'est là une histoire terrifiante, une parmi des milliers. À la fin, Majda dit simplement, il n'y avait aucune raison pour qu'il ne fasse cela, aucune. I will not go into the details now because our time is short, but here is an update from Oxfam, the international charity, called Gaza 1 year on. It might exist in French as well, which details the total abandonment of Gaza that Haidar Eid talked about
by the so-called international community. One sentence only from this report. At the present rate of reconstruction, it will take 76 years to meet all of the housing needs in Gaza, and 25 years just to rebuild what was destroyed in the last war. Now, in the past few days, the UN Human Rights Council report went to the UN Human Rights Council in Geneva. I don't want to bore you with bureaucracy. What happened is that the UN Human Rights Council voted on the report to accept it or to endorse it, I don't know what, and only one country voted against that, the United States. But before we congratulate France for voting in favor of the resolution, let's remember something. The resolution was meaningless. With the complicity of the Palestinian Authority, it was watered down precisely so countries like France, with their stridently anti-Palestinian policies, could vote for it. Je ne vais pas entrer dans les détails à présent, mais je tiens là un rapport de l'Oxfam, de l'ONG Oxfam, qui s'intitule « Gaza, un an après ». Il doit être disponible en français. Ce rapport détaille l'abandon total par la communauté internationale, de Gaza, l'abandon total dont nous parlait mon ami tout à l'heure. Je vais juste vous citer une phrase de ce rapport. Au taux actuel de reconstruction, il faudra 76 ans pour répondre aux besoins de logement à Gaza et 25 ans pour reconstruire juste les immeubles qui ont été détruits lors de la dernière guerre. Durant ces derniers jours, le rapport du Conseil des droits de l'homme de l'ONU est arrivé à Genève. Je vous épargne les détails de la bureaucratie. En tout cas, il est passé pour un vote, et le seul pays qui a voté contre l'adoption de cette résolution pour approuver le rapport était les États-Unis. Mais avant de féliciter la France qui a voté oui pour la résolution, souvenons-nous que cette résolution est insignifiante et qu'elle a été et qu'avec la complicité de l'autorité palestinienne, les termes et le contenu de cette résolution ont été amoindris pour que justement des pays comme la France, qui ne sont pas amis du peuple palestinien, puissent voter en sa faveur. So this episode in the UN Human Rights Council is actually a continuation of the impunity which Israel has enjoyed for so many decades. They destroy, they kill. There's a UN report, it goes on the shelf, maybe there's a resolution, and then the cycle begins again. Now let's think back 11 years to 2004. The International Court of Justice decided that the wall Israel was building in the West Bank, what Palestinians call the apartheid wall, was illegal and should be removed, and the whole regime of colonization was illegal. And at that time, Palestinians said, well, what's going to happen now? We know from our bitter experience that nothing will happen unless we make it happen. Cet épisode n'est que la suite de l'impunité dont jouit l'État d'Israël depuis des décennies. Israël détruit, tue, un rapport des Nations Unies est publié puis rangé dans un tiroir. Il y a peut-être une résolution qui est passée et le cycle recommence. Revenons à 2004, lorsque la Cour internationale de la justice a décidé que le mur que construisait Israël en Cisjordanie était illégal et que le régime de colonisation, le système de colonisation était illégal. À l'époque, les Palestiniens disaient « Et que va-t-il se passer maintenant ?» Nous savons, avec notre amère expérience, qu'il ne se passera rien si nous ne faisons rien.
So it was as a consequence of the International Court of Justice decision that Palestinians decided they had to take action, and they issued the call from Palestinian society, Palestinian civil society, for boycott, divestment, and sanctions. Now, I know that many of you are familiar with this call, but some of you here might be hearing about it for the first time. So I want to read a few sentences from it, not the whole thing, but just a few sentences from the BDS call. C'est donc en conséquence de la décision de la Cour internationale de la justice que les Palestiniens ont décidé d'agir et l'appel de la société civile palestinienne pour le boycott des investissements et les sanctions a été lancé. Alors je sais que ici vous connaissez cet appel, mais peut-être que certains parmi vous ne le connaissent pas. Je vais donc en citer quelques phrases. Et je vais les citer en français. C'est l'appel du 9 juillet 2005 de la société civile palestinienne, l'appel au boycott, aux sanctions et aux retraites des investissements contre Israël jusqu'à ce qu'il applique le droit international et les principes universels des droits de l'homme. À la lumière des violations persistantes du droit international par Israël, étant donné que depuis 1948, les centaines de résolutions de l'ONU ont condamné les politiques coloniales et discriminatoires d'Israël en tant qu'illégales, et on appelle à des remèdes immédiats, proportionnels et efficaces. Étant donné que toutes les formes d'intervention internationale et de tentatives de paix n'ont pas jusqu'ici convaincu ou forcé Israël à se conformer à la loi humanitaire, à respecter les droits de l'homme fondamentaux et à mettre fin à son occupation et son oppression du peuple de la Palestine. En raison du fait que les personnes de conscience parmi la communauté internationale ont historiquement endossé la responsabilité morale de combattre l'injustice, comme illustré dans la lutte pour abolir l'apartheid en Afrique du Sud par diverses formes de boycott, de retraite d'investissement et de sanctions. Inspiré par la lutte des Sud-Africains contre l'apartheid et dans l'esprit de la solidarité internationale, de la cohérence morale et de la résistance à l'injustice et à l'oppression, nous, représentants de la société civile palestinienne, invitons les organisations des sociétés civiles internationales et les gens de conscience du monde entier à imposer de larges boycotts et à mettre en application des initiatives de retrait d'investissement contre Israël, tels que ceux appliqués à l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Nous faisons appel à vous pour faire pression sur vos États respectifs afin qu'ils s'appliquent des embargos et des sanctions contre Israël. Nous invitons également les Israéliens honnêtes à soutenir cet appel dans l'intérêt de la justice et d'une véritable paix. Ces mesures de sanctions non violentes devraient être maintenues jusqu'à ce qu'Israël honore son obligation de reconnaître le droit inaliénable des Palestiniens à l'autodétermination et respecte entièrement les préceptes du droit international en mettant fin à son occupation et sa colonisation de toutes les terres arabes et en démantelant le mur. 2. Reconnaissant les droits fondamentaux des citoyens arabo-palestiniens d'Israël à une égalité absolue. Et 3. Respectant, protégeant et favorisant les droits des réfugiés palestiniens à revenir dans leurs maisons et propriétés comme stipulé dans la résolution 100
94 de l'ONU. Vous voulez traduire en anglais maintenant? 10 years ago, when this call was issued, and even 5 years ago, many people said BDS would go nowhere, that Israel is too powerful, that its lobby in the United States is too powerful. I was reading an interview with Sarah Schulman, an American writer who is part of the Solidarity movement. She was remembering her teacher, the black feminist Audre Lorde. She said Audre Lorde told her class, write this down. The message that you can't fight City Hall is a rumor being spread by City Hall. Il y a 10 ans, lorsque cet appel a été lancé, et même il y a 5 ans, tout le monde disait « Cela n'ira nulle part, Israël est trop puissant, son lobby aux États-Unis est trop puissant ». Et je me souviens d'avoir discuté avec une écrivaine américaine, Sarah Schulman, qui fait partie du mouvement de solidarité. Elle se souvenait de sa professeure féministe noire américaine, Audre Lorde, qui disait à ses étudiants « Le message qui vous dit que vous ne pouvez pas combattre City Hall est un message de City Hall ». City Hall, c'est l'hôtel de ville. Pardon, la mairie. I don't have time or space actually to list all of the BDS battles and victories of the past 10 years. I just want to say that some of the most important battles are being waged here in France, and they include, of course these are not the only ones, Veolia and Orange. Veolia is a big multinational company, the most neoliberal company because it profits from the privatization of the state. They come and they take services that should be run in the public interest without profit, and they run them for profit. And Veolia Veolia was deeply involved in the occupation. One of Veolia's executives admitted publicly that the BDS campaign has cost Veolia billions of euros in contracts. We thought it's only Europe that has the ability to force city governments to refuse to have contracts with Veolia, because Europe is more progressive than America, more intelligent than Americans, you know, all of these things. But what we discovered, that's not true, because in 2013, activists in St. Louis, Missouri, one of the most conservative states, forced Veolia out of their city. Veolia was going to have contracts for privatization of water service. They created so much resistance, and they did it in cooperation with environmental activists and with city workers, with trade unions who would be harmed by this privatization. And Veolia said, it's not worth it, we're leaving. Je n'ai pas le temps ici pour détailler toutes les luttes et les victoires de BDS, mais je voudrais dire que certaines de ces luttes, certaines des luttes les plus importantes de BDS ont cours ici en France et incluent entre autres Veolia et Orange. Veolia est une entreprise, une multinationale de nature néocolonialiste, et c'est une entreprise qui profite de l'État, puisque cette entreprise est responsable d'activités qui devraient
être publiques et qui sont privatisées, qui devraient être non lucratives, et Veolia en tire un profit. Veolia a été très impliqué dans l'occupation israélienne, et un haut dirigeant de Veolia a admis publiquement que BDS, les actions BDS avaient coûté des milliards d'euros en contrat à Veolia. Alors, on a pensé que c'était qu'en Europe que des villes pouvaient résister contre Veolia, puisque les Européens sont plus progressistes, plus intelligents que les Américains, mais ce n'est pas vrai. À Saint-Louis, dans le Missouri, qui est un des États les plus conservateurs aux États-Unis, les citoyens ont réussi à forcer Veolia hors de leur ville. Veolia devait avoir un contrat sur la distribution de l'eau, et les citoyens ont résisté. BDS a résisté avec d'autres militants écologistes, avec les syndicats à qui cette privatisation aurait nui, et Veolia s'est dit « ce n'est pas la peine, nous partons ». I don't need to go into the whole story of Orange. I think most people here have heard it. But to say two things. The only reason that Orange is made a new agreement that allows it to end its agreement with the Israeli company partner, which profits from the occupation, which sponsored military units involved in the massacre in Gaza, is because of the popular pressure from activists here in France and in Egypt and in other countries. That's the only reason Stéphane Richard went to Cairo and announced that he would leave Israel tomorrow if he could. Now, even though he went and humiliated himself in front of Benjamin Netanyahu, it was really shameful and humiliating, but he deserves it. Veolia did not back down from its decision. Excuse me, Orange, yes. It's all French companies. Seems many of you understand English. What I wanted to say is that even despite all the Israeli pressure, Orange did not back down from the decision to maybe leave within 2 years, but the only guarantee that they will leave is to continue the pressure. But this is still a major achievement. Alors, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail de l'histoire, de l'historique du cas Orange. Je pense qu'ici vous connaissez, mais je voudrais dire quelque chose d'important. La seule raison pour laquelle Orange a voulu un nouveau contrat qui lui permettait de rompre son accord avec Partner, l'entreprise israélienne qui profite de l'occupation, qui a sponsorisé des unités militaires israéliennes. Si Orange l'a fait, c'est grâce à l'action militante des militants ici en France, en Égypte et ailleurs. C'est la seule raison pour laquelle Stéphane Richard est allé au Caire et a déclaré « Si nous pouvions partir demain, nous le ferions ». Alors même s'il s'est humilié devant Benjamin Netanyahou et que c'était assez honteux, bon, c'était quand même mérité. Et Orange, malgré cette pression, n'a pas reculé sur sa décision de peut-être partir d'ici 2 ans. La seule garantie qu'elle le fasse, c'est que la pression continue, mais il s'agit quand même là d'un exploit. There is no denying the impact of BDS. Israel defines BDS as a strategic threat, that's the words of the Israeli government, on the same level as Iran. Some of the evidence that we've seen recently, the United Nations issued a report, the UNCTAD, the UN Trade Agency, issued a report just a few weeks ago that foreign direct investment in 2014 in Israel fell by 50%. Roni Manos
And the Israeli economist who actually co-authored the report told the Israeli media, and I quote, "We believe that what led to the drop in investment in Israel are Operation Protective Edge and the boycotts Israel is facing." We've also seen a massive drop in tourism. The statistics show that the drop in tourism in Israel last summer has continued. People are not going back. And just today, the Israeli media revealed an internal report from the Israeli government saying that if the boycott of Israel increases, it could cost Israel 40 billion shekels. That's about 12 billion euros every year. On ne peut pas nier l'impact de BDS. L'État israélien parle de BDS comme une menace stratégique, ce sont là les termes de l'État israélien, au même niveau que l'Iran. Nous avons vu apparaître il y a ces derniers jours quelques éléments, dont des informations qui ont été données par l'Agence des Nations Unies pour le commerce, qui indique que les investissements directs étrangers ont chuté en Israël de 50% en 2014. Un économiste israélien était parmi les auteurs de ce rapport et il a déclaré qu'il pensait que cette chute était due à l'opération bordure protectrice et au boycott auquel Israël faisait face. Le tourisme a également chuté depuis l'été dernier et cette chute continue. Et aujourd'hui même, un rapport interne du gouvernement israélien a été publié. Ce rapport explique que si le boycott s'intensifie, cela pourrait coûter 40 milliards de shekels par an à l'État israélien, c'est-à-dire 12 milliards d'euros par an. So it's no surprise with all of this that Israel is fighting back very, very hard. And we've seen this. We've seen it in France, we've seen it in the United States, all over the world. In France, it involves a severe state repression of free speech, freedom of assembly, in the form of putting BDS activists on trial. This is the l'état de Charlie that puts people on trial for holding a protest. We're also facing similar repression in the United States. It's not so easy to prosecute people because there are guarantees of free speech in the United States, which don't exist to the same extent in France, but there are other ways that they find to punish BDS, particularly universities, because much of the BDS activism in the United States is carried out by students on campuses. So there is a push to use university disciplinary proceedings the same way that the state in France is using speech laws, hate speech laws, to prosecute completely moral and ethical protests and free speech by activists. We also see in the United States now efforts to legislate against BDS. In many state legislatures, including my own state of Illinois, there are efforts to punish companies that observe a boycott or divest. It's very doubtful that these kinds of measures are constitutional, but nevertheless we see more and more efforts to try to make BDS illegal. What this indicates is that Israel and its lobby groups must increasingly rely on institutional power and on repression by the state and other institutions for reasons that I'll talk about in a moment. Il n'est donc pas surprenant qu'Israël ait une réponse très agressive face à BDS, et on le voit en France, on le voit aussi aux États-Unis.
En France, cela prend la forme d'une répression étatique grave contre la liberté d'expression de ces militants. Les militants sont poursuivis en justice pour avoir mené des actions BDS. C'est là l'État de Charlie qui poursuit des militants pour avoir exprimé leur opinion politique. Ça existe aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est moins facile de poursuivre les militants en justice car il existe des garanties sur la liberté d'expression qui n'existent pas en France. Mais il y a d'autres manières de punir les militants BDS, et notamment en passant par le milieu universitaire. Il faut savoir qu'une grande partie des actions BDS s'organisent sur les campus universitaires, et donc la répression utilise des procédures disciplinaires des universités pour punir les militants, un peu comme la France a recours à ces lois antiracistes pour condamner des actions militantes parfaitement morales et éthiques. Aux États-Unis, il y a aussi des tentatives de légiférer sur BDS, y compris dans mon État, notamment pour punir les entreprises qui ont décidé de s'engager dans BDS. Alors, il y a un doute sur la constitutionnalité de ces tentatives, mais en tout cas, c'est un effort pour anéantir BDS. Donc ceci indique que Israël et le lobby israélien doivent compter sur les autorités institutionnelles et d'État pour combattre BDS, et je vais vous expliquer un petit peu plus en détail à présent. Another major strategy that we all know about is the effort to conflate and confuse anti-Semitism with anti-Zionism or criticism of Israel. Let's be clear. The Palestine Solidarity Movement, the Palestinian Liberation Movement, is an anti-racist movement, and it must be an anti-racist movement, and it must include any form of racism or bigotry, including prejudice and discrimination against Jewish people. We reject anti-Semitism as a matter of principle, and we note that this movement, a fundamental part of this movement, is our Jewish comrades, our Jewish brothers and sisters. Une autre stratégie pour mettre à mal le mouvement BDS est de faire l'amalgame entre antisémitisme et antisionisme. Soyons clairs, notre mouvement, le mouvement BDS, le mouvement de libération palestinien, est un mouvement antiraciste. Il doit l'être, et il doit inclure la lutte contre toute forme d'antisémitisme. Nous rejetons l'antisémitisme par principe, et il faut aussi noter qu'une grande partie du travail accompli est fait par nos frères et sœurs, camarades militants de confession juive. But who really is doing the most to spread the false message that Jews are responsible for Israel and Israel is responsible for Jews? It's Israel itself. Israel claims that what it did in Gaza is in the name of all Jewish people. We reject that. And it is sectarian and racist agitators who insist that any criticism of Israel is really a criticism of Jews. I give you an example, BHL, who wrote an article in Le Point, which was published, by the way, in at least 3 languages. I saw it in German, in Die Welt, and in the Jerusalem Post in English. But even the title is anti-Semitic. Une étoile jaune pour l'État juif. It's a disgusting headline. And he claims, he lists all of these activities. Orange, le débat sur l'étiquetage de certains produits qui reprend de plus belle en Europe, de certains produits, les produits des colonies. Etc. All of these things.
And he claims that this is really anti-Jewish activism, even though, as a matter of principle, BDS France, the Boycott National Committee in Palestine, and every organization that is part of this movement is very clear about the ethical and moral principles behind the boycott. Qui contribue le plus à faire circuler, à renforcer cette idée selon laquelle Israël serait responsable pour tous les juifs et vice-versa, tous les juifs responsables d'Israël. Israël déclare que l'agression menée contre Gaza l'année dernière avait été faite au nom de tous les juifs. Nous le refutons. Ce sont les agitateurs sectaires et racistes qui insistent sur le fait que toute critique de l'État d'Israël est un acte antisémite. Je vous donne un exemple, PHL, que vous connaissez tous, qui a écrit dans Le Point. D'ailleurs, sa contribution est parue en plusieurs langues, en allemand dans le journal Die Welt et dans le Jerusalem Post en anglais. Même le titre est antisémite. Le titre, donc, c'était une étoile jaune pour l'État juif. C'est là un titre complètement révoltant. Il cite là-dedans le combat BDS sur les produits des colonies, en parlant de certains produits, et dit évidemment que l'action de ces militants est antisémite. Nous sommes très clairs, BDS, le BNC est clair sur les principes éthiques et moraux du boycott contre l'État d'Israël. Et d'ailleurs, BHL me cite avec Omar Barghouti comme les deux des plus méchants des militants BDS. Thank you. C'est vrai qu'il est considéré comme intellectuel en France, comme philosophe. C'est vrai. Parce qu'on l'appelle dans la presse anglo-saxonne le philosophe français. C'est quoi? We have to continue to insist on our moral and ethical principles and not be intimidated by these cynical attempts to exploit anti-Semitism to try to silence a just cause, a just struggle, which is being waged by totally ethical and democratic principles and tactics like BDS. Nous devons donc continuer à insister sur les principes éthiques de notre lutte et ne pas nous laisser intimider par ces méthodes sournoises qui exploitent l'antisémitisme pour mettre fin à un combat qui, lui, est éthique et juste. Now, this is a headline that has appeared in several newspapers and publications in the United States. This is very good news. Hillary Clinton condemns BDS in letter to Haim Saban. Haim Saban is a big donor to political campaigns in the United States, very pro-Israel. And the news is that Hillary Rodham Clinton said she will speak out against the boycott, divestment and sanctions movement against Israel during her presidential campaign. Good news. What I want to say about this point is that although the leaders in the United States from both parties, the Democratic Party and the Republican Party, not the Republican Party of Nicolas Sarkozy, are absolutely pro-Israel. It's important, and because of the time I won't go into the detail, but I wanted, if we had more time, to talk to you about the many surveys from Gallup, from the Pew Center for Research. These are well-known research organizations, and from Bloomberg Politics and others, that show consistently, over time,
a change in public opinion in important sectors in the United States. I don't want to exaggerate it. I don't want to tell you that everything is about to change in the United States. That's not true. But I want to make you aware that there are trends that are important. And the trend is that the younger you are, the more likely you are to support Palestinian rights. I'll give you an example. During last summer's poll, last summer's attack on Gaza, I'm just looking for the statistic here. Yeah. Okay. For the age group 18 to 29, the number of people who thought Israel's attack on Gaza was justified was 25%. The number of people who thought it was unjustified was 51%. So a majority of Americans under the age of 29 thought that Israel's action was unjustified. This is really remarkable. And you find that when you go to certain ethnic groups, to Latinos, to African Americans, the numbers supporting Palestinian rights is even higher. And this is a trend that has been continuing over time. En ce moment, il y a une nouvelle qui circule dans plusieurs médias, une bonne nouvelle. Hillary Clinton condamne le mouvement BDS. Hillary Clinton, proche de Ayn Saban, qui est un donneur qui sponsorise et sa campagne et qui est très actif sur la défense de l'État d'Israël aux États-Unis. Et Hillary Clinton a déclaré qu'elle comptait parler de BDS pendant sa campagne présidentielle. Donc très bien. Ce que je veux dire, c'est que malgré le fait que dans les dirigeants des deux partis principaux américains, donc les démocrates et les républicains, je ne parle pas des républicains de Nicolas Sarkozy, les dirigeants de ces deux partis sont de manière générale pro-israéliens. Alors, je n'ai pas le temps de détailler ceci avec vous et j'aimerais bien pouvoir le faire, mais je voudrais citer des sondages d'opinion publique, des sondages de centres de recherche réputés comme Gallup, comme le centre de recherche Pew, qui montrent depuis un certain temps un changement de l'opinion publique dans plusieurs secteurs importants de la société. Je ne veux pas exagérer ce fait, je ne veux pas vous dire que tout va changer du jour au lendemain aux États-Unis, mais il y a une tendance. Et la tendance, une partie de cette tendance, c'est que plus vous êtes jeune et plus il y a une chance que vous souteniez les Palestiniens. Un sondage de l'été dernier le montre, pour la catégorie de personnes âgées entre 18 et 29 ans, la proportion de personnes qui, trouvant que l'opération militaire israélienne était justifiée, était de 25%. La proportion trouvant qu'elle n'était pas justifiée était de 51%. Cela veut dire qu'une majorité d'Américains ayant moins de 29 ans pensent que cette opération n'était pas justifiée. Cela est remarquable et lorsque on explore les différentes communautés, la communauté hispanique entre autres, cette proportion augmente encore. C'est donc une tendance, excusez-moi, qui est en croissance. I just want to say that these trends and others will have long-term consequences in the United States, and this is terrifying Israel and its lobby groups. They believe that they can no longer win new support for Israel, and I believe they're right. I mentioned that one of the main forums for BDS activism is on campuses in the United States and universities. And these campuses, as well as other forums, but just to mention the campuses, are sites where new and very important political alliances are being forged. In particular, there is a strong conviction among the leaders and activists of Students for Justice in Palestine, which is now a national movement in the United States,
that the Palestine solidarity movement has to be closely tied, morally, ethically, and politically, to the struggle against racism in the United States and around the world, and in particular to form alliances with those struggling against the out-of-control police violence against black people in the United States, mass incarceration, and what is called the New Jim Crow, and also with the movement for the rights of all people, including those who are undocumented. There are 11 million people living in the United States without documents. In my book, I talk about the very close relationships between police in the United States and Israel. Many police forces send their top commanders for training in Israel. And these police come back to Chicago, to Los Angeles, to all the cities, to New York, and they say, oh, Israel is the best in the world at knowing how to fight violence and terrorism, and we want to apply what we learned from them. The same with the militarization of the southern border of the United States, where the Obama administration is giving contracts to Israeli companies like Elbit Systems to create walls and fences. And remember, all of these technologies are tested on living subjects, the Palestinian people, and then Israel markets them around the world. Cette tendance aura des conséquences à long terme et c'est terrifiant pour Israël et pour son lobby. Ils pensent qu'ils ne pourront plus trouver de nouveaux soutiens à leur politique et je dois dire que je suis d'accord. J'ai mentionné tout à l'heure qu'un espace important de la lutte BDS se trouvait sur les campus universitaires aux États-Unis. Ce sont des espaces de lutte où de nouvelles alliances politiques sont en train de se forger et en particulier les dirigeants de Students for Justice in Palestine, les étudiants pour la justice en Palestine, qui est maintenant un mouvement étudiant national, sont convaincus que leur lutte doit être liée moralement et politiquement à la lutte antiraciste aux États-Unis et dans le monde. Lié évidemment donc à la lutte contre la violence policière hors de tout contrôle aux États-Unis contre la population noire américaine et les incarcérations de masse. Ces alliances concerneront aussi les droits des sans-papiers aux États-Unis. Je vous rappelle que 11 millions de personnes vivent sans papier aux États-Unis. Dans mon livre, je parle des relations très proches entre la police américaine et Israël. Beaucoup de commandants, de chefs de police se rendent en Israël pour des entraînements et reviennent aux États-Unis en disant que Israël est le meilleur État du monde pour combattre le terrorisme et qu'ils veulent donc appliquer ces méthodes aux États-Unis. C'est un parallèle avec la militarisation de la frontière sud des États-Unis, où des entreprises construisent des barrières, une barrière et des murs, et toutes ces technologies, nous devons le rappeler, sont testées sur des sujets vivants, les Palestiniens. I just want to make a few comments in closing. Let's see. Hello? Hello? No, is it working now? Okay, well let's try this. A few comments in closing. Looking forward to the next few months, France is going to launch a new initiative in the United Nations. Je parlerai très fort comme ça. Alors, France is going to launch a new initiative in the United Nations under the guise of recognizing a Palestinian state. Beware of this. It's not enough to say France recognizes Palestine and is prepared to allow a Palestinian flag
in front of an embassy in Paris. You have to ask, how does this initiative measure against the rights which are listed in the BDS call? Yes. This is the only way to measure any French initiative, or any initiative. And what I argue is that this French initiative is about recognizing a Palestinian Bantustan in order to rescue a racist Israeli state. I quote my friend Haidar Eid, who always says, the two-state solution is a racist solution par excellence. That's what Haidar Eid says. Now, that's my view. I don't want to say, you know, the critics say, well, one state or two states, this whole discussion happens. It's not about the number of states. It's about what rights do the people have. And the whole reason that France supports a two-state solution is in order to cancel the rights of Palestinian refugees and the rights of Palestinian citizens living in Israel. So we need to take as a guide the BDS call and measure all political initiatives against that. Je voudrais juste vous livrer quelques réflexions avant de conclure. Si nous réfléchissons aux mois qui viennent, la France va lancer une nouvelle initiative aux Nations Unies, une initiative donc avec l'intention de reconnaître l'État palestinien. Soyez et soyons vigilants. Ce n'est pas assez de reconnaître cet État et d'accepter que le drapeau palestinien puisse être sur une ambassade à Paris. Il faut que nous voyions quel est l'apport de cette initiative par rapport aux demandes listées dans l'appel BDS. Excusez-moi. C'est là la seule mesure que nous devons avoir et je voudrais dire que cette initiative, c'est là mon opinion, cette initiative française repose sur le fait de reconnaître un Bantoustan palestinien pour sauver l'État d'Israël. Et comme le dit mon ami Haidar Eid, la solution à deux États est une solution raciste par excellence. Mon opinion, c'est qu'il ne s'agit pas du nombre d'États, mais des droits dont vont jouir les citoyens de cet État. Et c'est la seule raison pour laquelle la France souhaite prendre cette initiative, c'est pour annuler les droits des réfugiés palestiniens et les droits des citoyens palestiniens en Israël. Et donc notre seul guide pour notre lutte doit être et doit rester l'appel BDS. I want to say the first sentence in my book is very short. The Palestinians are winning. I don't mean to say that in a way that minimizes the horror and the suffering that is going on in Palestine and in the region, including in Syria, where Palestinians, like millions of Syrians, have suffered a catastrophe, or in Egypt, where people are living under a brutal military dictatorship. These conditions are atrocious. But I still think that history is moving in our direction. But history doesn't move by itself. You have to give it a big push. And in France, people are doing that. And I hope that after the successes of recent months and after the horror of last summer, more people will join this struggle. We must be confident that we can win. And by win, I mean to bring justice and liberation for Palestinians and a chance for a decent life for everyone. We do not want to celebrate or to mark 20 years of BDS.
We want to celebrate in the next 10 years a free Palestine. La première phrase de mon livre est une phrase très courte, je vous la cite. Les Palestiniens sont en train de gagner. Je ne veux pas, par cette déclaration, minimiser l'horreur et la souffrance en Palestine et dans le reste de la région, y compris en Syrie, où des Palestiniens et des Syriens vivent dans des conditions horribles, ou en Égypte, qui est soumise à une dictature répressive. Ces conditions sont atroces. Mais je pense que l'histoire avance dans notre sens, mais l'histoire n'avance pas seule, il faut la pousser. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Après les succès que nous avons vus, de plus en plus de personnes se rejoindront à nous. Nous devons avoir confiance sur le fait que nous pourrons gagner. Et gagner, la victoire, cela signifie la justice, la libération et l'espoir d'une vie meilleure pour les Palestiniens. Nous ne voulons pas célébrer pour tous les peuples du monde. Nous ne voulons pas célébrer les 20 ans de BDS dans 10 ans. Nous voulons célébrer une Palestine